ton village, quand tu reverras ton clocher, ta maison, tes parents, tes amis de ton âge, tu diras rien chez moi n'a changé. Quand tu reverras ta rivière, les prés et les bois d'alentour, et le vent vermoulu près du vieux mur de pierre où jadis tu connus tes amours. Ta belle, t'es fidèle et bien sage, c'est elle qui viendra te chercher. 1945, 920 000 prisonniers de guerre français rentrent d'Allemagne après des années passées derrière les barbelés ou dans des commandos de travail. 5 ans plus tôt, la France avait essuyé la plus grande défaite militaire de son histoire et laissé plus de 1 850 000 hommes aux mains des Allemands. Mobilisés dans une guerre dont la plupart ne voulaient pas, bouc émissaire de l'effondrement de la France et de son armée, puis otages bien malgré eux de la politique de collaboration du maréchal Pétain, ces millions d'hommes, absents du grand récit national de la libération, sont réduits à n'être que nos chers prisonniers dans les banquets patriotiques et familiaux d'après-guerre. Entre films de propagande, bandes d'actualité, images volées, souvenirs volontairement enfouis, discours politiques et écriture historienne, quelle trace cette captivité pouvait-elle laisser? Vous n'avez pas trop souffert là-bas, non? Bon, j'ai bien souffert, oui, dans les camps, c'était dur. Et maintenant, ça va, hein? Bon, mais ça va, maintenant c'est fini. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et vous? J'habite Sagny. Quel nom? Louarn et François. Ah, je vous assure, ça fait plaisir de vous voir. Dites-moi vos noms, dites-moi quelque chose, moi je... Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie. Entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau. Toute gloire auprès d'eux passe et tombe éphémère. Et comme ferait une mère, la voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau. Il faut quand même imaginer ce qu'est la France de l'entre-deux-guerres. C'est un pays marqué par la Grande Guerre, marqué par le noir du deuil, c'est-à-dire un pays qui n'a plus envie de se battre, dont les générations sont épuisées, dont le pacifisme a été quand même un creuset important, qu'il soit de gauche ou de droite. Il faut que ça soit la der des der, il ne faut plus qu'il y ait autant de morts, autant de destruction sur le sol français. Il y a cette idée qu'on ne va pas forcément aller se battre tant que le territoire n'est pas menacé. À la veille d'entrer en guerre contre l'Allemagne, les troupes qui défilent à Paris le 14 juillet 1939 sont convaincus d'appartenir à la première armée du monde. Conduites par des chefs auréolés de leur victoire en 1918, elles sont en réalité de valeur très inégale. Fondées sur une stratégie défensive, avec pour pilier la ligne Maginot, les plans de l'état-major n'en comportent pas moins une alternative offensive au cas où l'ennemi passerait par la Belgique, comme en 1914. À la suite de la déclaration de guerre, le 3 septembre 1939, la mobilisation se fait en bon ordre et permet d'appeler sous les drapeaux 5 millions d'hommes. Les Français mobilisés continuent d'affluer vers les casernes où règne une activité pleine de pittoresque et de bonne humeur. Le jovial Fernandel n'a pas abandonné dans ce nouveau rôle le rire qui fit son succès à l'écran. De nombreux mobilisés se marient avant leur départ. Pendant tout l'hiver 39-40, malgré quelques escarmouches, la ligne de front reste calme et accrédite chez les Français l'idée qu'ils allaient peut-être échapper au conflit. Ligne Maginot, slogan « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts » et chansons populaires soutiennent le moral de la nation dans cette période d'incertitude et d'inaction, bientôt baptisée la drôle de guerre. D'excellence, qui marche au pas en pensant que la République
c'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gagnants qui, pour la plupart, n'étaient pas du même avis en politique, lèvent la tous d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix. Ils sont mobilisés, mais il n'y a pas de combat. Ils avaient envie de rentrer chez eux. Quand ils allaient en permission, ils sentaient que l'arrière ne les soutenait pas du tout. La vie continue à l'arrière très très normalement, donc ils ne comprennent pas trop pourquoi on les maintient au front alors qu'il n'y a pas de combat. L'armée française, elle n'était pas prête. Il n'y avait pas tout le matériel, les munitions ne correspondaient pas exactement. Et on ne les entraîne même pas. C'est-à-dire, ils ne font rien de leur journée pour l'essentiel. Alors, de temps en temps, il y a des petites manœuvres, mais très très peu. Et d'un seul coup, ils voient arriver l'armée allemande, très moderne, très organisée. En attaquant le 10 mai 1940 à Sedan, précisément à la charnière entre les derniers ouvrages Maginot et les divisions d'actives positionnées pour une offensive vers le nord, les forces combinées allemandes enfoncent et contournent en quelques jours les lignes françaises. On a subi pendant 8 jours des bombardements incessants et des tirs d'artillerie sans discontinuer. C'est épouvantable, jour et nuit. Vous vous demandez, ça vous abrutit complètement, vous demandez mais quand est-ce que ça va s'arrêter et comment est-ce qu'ils ont tant de munitions? Et il descendait une armée magnifique, des camions neufs, des soldats impeccables, une belle jeunesse, col ouvert, manches retroussées, superbes athlètes. Quelle rage, quelle honte de voir cette armée qui s'était refaite, mais à nos yeux. J'étais allé vers le 26 ou le 25, trouver le général qui commandait la position pour qu'il me donne ou des soldats supplémentaires ou des armes supplémentaires. Alors ce général m'a dit « Rien à faire, on ne peut rien faire pour vous, vous vous défendez à la grenade ». On n'avait pas de grenade, sauf peut-être une musette, et puis c'est tout. Vous voyez la situation, une douzaine de gars avec des fusils de la guerre 14-18, et arrivait une division blindée de SF qui a pulvérisé les gars de la rue à côté. Alors j'ai envoyé un caporal voir ce qui se passait à la citadelle. Il revient, il me dit ils sont tous barrés. Alors il nous avait donné un ordre genre bataille de la Marne, vous voyez, se faire tuer sur place au lieu de reculer. Et je me souviens d'un camion découvert où des dragons portés étaient tous assis, le mousqueton, le petit fusil entre les jambes, noir et mort, brûlé net par la flamme d'une bombe de Stuka. Je me souviens de ces chevaux mourants, chevaux d'artillerie encore attelés, les caissons renversés. Et nous faisions l'arrière-garde, donc on remontait tout ça, il fallait passer entre les chevaux perdant leurs tripes. Le camion dérapait sur la tripaille. De ces officiers qui étaient des sergents de 14-18, qui se trouvant lieutenant ou capitaine par la mort des officiers après Verdun, sont restés dans l'armée et qui pendant 20 ans ont tenu des garnisons d'infanterie où à 4 heures ils étaient au café pour le Pernod. Et qui voyaient encore la guerre à la façon de 14 et dont les corps et surtout les âmes ne pouvaient pas suivre. Malgré la résistance opposée par de nombreuses unités, ces semaines de combat sont marquées par l'impéritie du haut commandement, la faiblesse des moyens et l'effondrement général du moral. Le 17 mai, face à un tel désastre, le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, est appelé à la rescousse comme vice-président du Conseil, puis nommé chef du gouvernement le 16 juin. Dès le lendemain, il prononce un discours qui scelle le sort de la guerre. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Et tout d'un coup, on apprend que Pétain demande l'armistice, au milieu du repas, comme ça. Je vous assure que
ouf. Parce qu'imaginez qu'à la place d'une boucherie de 3-4 ans, on vous annonce que c'est fini. Je me suis allongé, moi, sur mon volant. J'ai enlevé mes chaussures qui me faisaient mal parce que j'avais trop marché à pied. Et puis, à 4 h du matin, les vitres ont volé en éclats. Et on nous a dit gentiment, en excellent français, « Descendez, messieurs, vous êtes prisonniers. » On était épuisés de fatigue, c'est presque un soulagement, en même temps qu'une honte. Alors j'ai rassemblé les hommes. Je dois vous dire qu'ils se sont brossés. Ils ont frotté leurs gousons de cuir noir de cavalier. Ils ont passé leurs boutons au chiffon, boutonné les cols et l'arme sur l'épaule. Nous sommes allés jusqu'aux Allemands, s'est arrêté sur la place du village à 40 mètres d'un groupe d'officiers élégants, cravache à la main, pas méprisants d'ailleurs. Pétain leur dit qu'il faut cesser le combat, le cœur serré, mais il faut cesser le combat. Et c'est un énorme soulagement chez les soldats. Si on cesse les combats, on ne se bat plus. Si on ne se bat plus, la guerre est terminée. Si la guerre est terminée, on rentre chez soi. Alors que des affrontements extrêmement violents se déroulent encore et qu'une partie des troupes françaises reste libre de ses mouvements, l'appel du maréchal à cesser le combat sème la confusion dans les armées qui confondent l'armistice qui implique la suspension des hostilités avec la fin de la guerre et la paix immédiate. De la sorte, entre le 17 et le 25 juin, date à laquelle l'armistice entre en vigueur, plus d'1 million de soldats français se rendent aux Allemands. Évidemment, on ne pouvait pas savoir que dans une des clauses de l'armistice que la France avait acceptée, il était dit que les prisonniers de guerre resteraient prisonniers jusqu'à la fin des hostilités. On va être désarmés, mais de toute manière, on va être libérés très vite. Les Allemands vont peut-être nous maintenir un petit peu dans des camps, dans des casernes, etc. Mais très très vite, ils nous libéreront parce qu'il y a l'idée que la paix arrive très vite après l'armistice. Et la particularité de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il n'y aura jamais la paix. La paix n'est jamais signée. Jamais l'Allemagne nazie n'aurait pensé que tout se passe aussi bien. Donc l'Allemagne fait face à une situation imprévue, donc ces regroupements, c'est voilà, une masse d'hommes qui se rend, une masse d'hommes qui doit être désarmée. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ils sont un peu perdus et finalement ils attendent les nouvelles, ne savent pas trop quoi faire et suivent un peu en attendant de voir ce qui se passe. Mais effectivement, ils vont être regroupés d'abord dans des champs, après très vite les Allemands vont séparer les officiers des sous-officiers et des hommes de troupes. Après va commencer pour eux des journées de marche. On marche pour aller dans des centres de regroupement. Donc en quelque sorte, ils ont l'impression qu'ils ne vont pas quitter le territoire national, puisque ce sont des camps qui sont en France. Et donc la surprise va être grande quand on va leur dire « vous reprenez la route et cette fois-ci vous partez vers l'Est ». C'est un monde qui s'écroule, c'est leur monde qui s'écroule, c'est la République, mais c'est aussi tous leurs repères. Donc ils se sentent ballottés, impuissants. Et quelques jours après, ils nous ont réunis dans des wagons à bestiaux et on est parti, on ne savait pas pour quelle destination, mais on pensait toujours que c'était pour nous regrouper et pour nous démobiliser. Personne n'a eu envie de se sauver. Ils ne s'évadent pas alors parce qu'ils sont sidérés, parce qu'ils sont fatigués, parce que les Allemands sont en France, donc ils ne savent pas trop aller, mais aussi parce qu'ils pensent qu'ils vont être libérés. Le bilan des opérations de mai-juin est terrible. La France est envahie et son armée compte plus de 55 000 morts, 120 000 blessés et 1 850 000 prisonniers, soit 40% de sa population masculine active. 250 000 militaires français parviennent à s'échapper, mais plus d'1,5 million, dont 29 000 officiers, sont transférés en Allemagne. La retraite, la défaite, le chahut des derniers combats, la grande rafle, on verra plus tard à comprendre. Pour l'instant, c'est la faim et la pluie. Ne pas remuer la boue, contre la misère faire le mort. Les officiers que la Convention de Genève protège de tout travail obligatoire sont enfermés dans 28 Offizierlager, Oflag, à travers le Grand Reich, qui inclut alors l'Allemagne, l'Autriche, une partie des Sudètes et de la Pologne. Les sous-officiers et hommes du rang sont dirigés vers 69 Stammlager, Stalag,
camps administratifs à partir desquels ils sont répartis dans des commandos de travail au profit de l'industrie, de l'agriculture ou de l'artisanat allemand. Quant aux 80 000 tirailleurs venus de l'Empire colonial, les nazis n'en voulant pas sur leur sol, ils sont maintenus en France dans 66 Frontstalag. Autant de conditions de détention, de situations personnelles, de destins dramatiques ou parfois cocasses, selon que l'on est officier détenu derrière des barbelés jour et nuit, ou simple soldat affecté dans une ferme ou une mine de charbon. On arrive à l'Oflag, ils nous avaient séparés avant de nos soldats, on est embarqués, immatriculés, tout ça, on avait une carte comme des détenus, avec une ardoise avec notre numéro, tout ça. Le prisonnier va se rendre compte qu'il est vraiment prisonnier quand il arrive dans son camp. On va le prendre en photo, on va lui donner un numéro de matricule. Voilà, donc le prisonnier qui avait son nom, son prénom jusqu'à maintenant va se retrouver avec un numéro et avec ce petit objet en fait qu'il va devoir avoir autour du cou et qui signale à toute autorité qu'il est prisonnier de guerre. Tant que le prisonnier a cette plaque-là, il est protégé par les conventions de Genève. Les Allemands nous ont fait nous disposer pour être inspectés par le colonel du camp. Et ce colonel est venu nous faire un petit discours de réception. Il tenait à préciser que l'Allemagne sortirait vainqueur, mais que quelle que soit l'issue de la guerre, nous, prisonniers entrant dans ce camp, nous n'en ressortirions jamais que les pieds devant. Il me dit, ben, vous, de quelle race êtes-vous? Ben, je lui dis, je suis de la même race que vous, je suis blanc. Il me dit, ben, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes de race juive. Je lui dis, écoutez, ça, c'est vos valeurs et vos lois, mais ce n'est pas les miennes. Donc, je ne tiens pas à être discriminé. Alors il me dit, vous allez rejoindre les autres. Je lui dis, je suis votre prisonnier, vous me donnez des ordres, votre grade est supérieur au mien, donc je les rejoins. Mais ils n'ont rien fait, ils nous ont laissés avec les autres, donc groupés par affinité dans nos papotes. Dans les oflags, les officiers sont contraints de s'adapter à une captivité oisive dont ils ne connaissent pas l'issue. Enfermés derrière plusieurs rangs de barbelés, surveillés par des sentinelles postées sur des miradors qui n'hésitent pas à tirer sur tout homme s'en approchant, les prisonniers continuent d'obéir à leur ancienne hiérarchie, le chef de camp étant l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. Les camps de prisonniers en Allemagne sont très très divers, notamment dans les oflags, où il y a des tout petits oflags avec 200 ou 300 prisonniers, et des oflags énormes avec 5000 prisonniers séparés en sous-camps. Dans les baraques, la plupart du temps, ils se retrouvent à 100, 200 dans des lits superposés. Tous les officiers subalternes sont les uns sur les autres et souffrent de promiscuité. Il n'y a pas de douche, ou il y a un lavabo pour 25, des toilettes sans cloison. Au bout de 3 semaines, il n'y a plus de cloison parce qu'on a utilisé les cloisons pour se chauffer. Je dois dire que jusqu'à ce que les colis arrivent, c'est-à-dire les 3 premiers mois, ce qui a été terrible, c'était la famine. Les Allemands ne nous nourrissaient que de rutabaga et de pommes de terre cuites à l'eau. Et puis parfois un petit morceau de viande qui permettait d'ailleurs à certains humoristes de répondre au commandant du coude qui nous demandait « Comment avez-vous trouvé la viande, messieurs ?» et de répondre par hasard sous une épluchure. Beaucoup d'entre nous maigrissaient à vue d'œil. Il y en avait par exemple qui pendant l'appel, tout d'un coup, ils s'écroulaient. Il y avait 2 monnaies dans le camp qui s'étaient établies, la boule de pain et les paquets de cigarettes ou de tabac, pour manger ou pour fumer, parfois, surtout au début. Les prisonniers, qui étaient donc des officiers, donc d'un certain niveau social, étaient prêts à vendre et à faire n'importe quoi. La vie se traînait, laide et monotone, sur un vague rythme de rassemblements, d'appels, de corvées, de fouilles, d'inspections.
Petit à petit, chacun se résignait à vivre dans cette enceinte sans horizon, complètement coupé du monde du dehors et soumis à la règle arbitraire et grégaire de cet étrange monastère. Attendre. Il n'y avait rien d'autre à faire. Attendre la soupe de midi, attendre l'appel du soir, le casse-croûte du dîner, l'extinction des feux, attendre la venue du sommeil, de l'oubli, la plongée dans une nuit peuplée de cauchemars, jusqu'au jour où ça recommencerait, toujours, toujours sans fin et sans variété. Le néant chez les officiers, c'est un néant qui s'étend dans une sorte de temps mou et filandreux, d'infini, qui pourrait ressembler à un paradis, mais qui ressemble plutôt à une expérience des limbes ou du purgatoire. D'ailleurs, l'image du purgatoire est quelque chose qui revient souvent dans les récits de captivité. Donc les journées des officiers et le récit qu'ils en font sont remplis de ce rien, c'est-à-dire une attente rythmée par les appels du matin, la soupe, les parties de cartes, les lectures, de vagues activités sportives, rien d'autre. On vit des choses qu'on n'aurait jamais vécues, mais qui permettent aussi à des gens qui n'auraient jamais été ensemble de faire connaissance. Un aristocrate va parler à un ouvrier, un juif va parler à un catholique, un franc-maçon va parler à un protestant. Et là, en plus, ils vont non seulement se parler, mais quelquefois, ils vont être dans la même popote et partager le pain ensemble pendant 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Le grand intérêt, c'était de faire des connaissances, de trouver des gens du même canton, voire de la même ville, du même village, et d'échanger des nouvelles. Et puis de retrouver l'accent. Et alors, qu'est-ce qu'ils racontent là-bas de Carcassonne? Oh, pas possible. Tu galèges, etc., les Marseillais et tout ça. Retrouver l'accent, les parios entre eux. Alors, on avait un peu l'accent faubourien, salut les gars. Bon, ça c'était un plaisir. On avait besoin de se regonfler et s'oxygéner le tempérament. On s'est organisé en popote, par petits paquets de 3, 4 ou 5, généralement c'était 4. Et on partageait tout. Le bonheur et le malheur, on s'entraidait dans les soucis, on rigolait ensemble. La popote, c'était une petite famille. Ça a été très solide, il y en a qui ont duré les 5 ans. Quelques-uns ont changé, il y a eu quelques brouilles, il y a eu des divorces de popotes, comme ça. Les caractères, c'était la vie sociale pendant 5 ans dans un camp et dans une baraque. Et une baraque, c'est 180 bonhommes. Certains types ont passé leurs 5 années vautrés sur la paillasse à lire des romans policiers. D'autres ont passé leurs 5 années à faire 8 ou 10 heures de bridge par jour. Ils recommençaient le soir. Il y avait un théâtre qui donnait des pièces de théâtre régulièrement, d'ailleurs. Moi, j'ai joué, par exemple, dans une pièce d'Anouilh qui s'appelait Le bal des voleurs. Il y avait des sportifs, il y avait des jeux, il y avait des footballs. J'avais 4 activités, si je puis dire, dans les camps. D'abord, m'évader. Ensuite, lire. Ensuite, me cultiver, parce qu'on avait des personnalités donc, qui faisaient des conférences en dehors même de l'université. Des cours de toutes sortes par des professeurs qui étaient prisonniers, parce que dans ce camp, on pouvait retrouver tout ce qu'on voulait. Si vous vouliez apprendre le sanskrit, il y avait forcément quelqu'un qui pouvait vous donner des cours de sanskrit. Donc, il favorisait toutes les activités pour qu'on ne pense pas s'évader. Et je dois dire, malheureusement, qu'une grande partie de ces prisonniers s'étaient installés dans la captivité. Amis prisonniers, écoutez le maréchal. Prisonniers, mes amis, bien des fois, en songeant à vos dures conditions d'existence et à la dignité, à la fermeté, à la fierté que vous avez su y opposer, j'ai pensé à une page célèbre de Pascal sur le bon usage des maladies. Et je me suis dit que vous étiez en train d'écrire une autre page qui ne sera pas moins remarquée
sur le bon usage de la captivité. Appliquant vos forces et votre vitalité intacte à l'épreuve qui vous a été imposée, vous avez créé en terre étrangère une sorte de jardin de France qui a conquis l'estime et la sympathie du vainqueur. Voulez-vous maintenant répéter en chœur? Nominatif. Terre. Génitif. Datif. Être seul dans un petit coin pendant 5 ans, je ne l'ai jamais été. C'était une première souffrance. Et puis la seconde souffrance, c'est terrible à dire, c'était l'espérance. Je me rappelle d'avoir vu un officier allemand au début de la captivité qui m'a dit « Nous avons trouvé un moyen épatant pour vous garder. Le premier moyen, évidemment, c'est les sentinelles, les miradors, le feu sur les prisonniers qui s'échappent. Mais il y a un moyen merveilleux, c'est l'espérance. Nous vous donnons toujours l'espérance que vous serez à Paris le lendemain. » Je n'avais pas 22 ans. J'avais une femme de 20 ans et une fille de quelques mois. Et ce déchirement a été quelque chose d'inoubliable. Ce n'est qu'une lettre de toi. Tu dis que les enfants sont sages, que Pierre vient d'avoir 2 ans, qu'il est follement amusant à voir avaler son potage. Je le vois encore à 2 mois, frisé pas plus haut qu'une pomme. 2 ans déjà, mais c'est un homme. Crois-tu qu'il me reconnaîtra? Vois-tu cette lettre de toi, cette lettre sans importance? J'ignore son enfance, sinon par ces lettres de toi. Il y a plein de petits-enfants qui vont être élevés avec la photo du père sur la commode et tous les soirs il dit bonsoir au père. Et l'important de faire des photos régulières, ça va permettre à l'enfant de grandir avec une image qui soit la plus proche possible du physique du prisonnier quand il va rentrer. Pour les familles qui recevaient ça, c'était tout de même très important. Pensez aux mères, aux femmes, aux fiancés. On nous donnait une lettre par mois, c'est-à-dire une feuille longue comme ça de 27 lignes. Et on avait aussi 2 cartes-lettres de 7 lignes. Alors, c'était pas beaucoup, parce qu'on veut écrire à papa, maman, à tonton, à grand-mère, à la fiancée ou à la petite poule, quand on a ça, en espérant que ça dure. Ça a duré souvent. Les fiancées, en général, pas toutes. Les femmes, pour la plupart. Et c'est très méritoire. 5 ans. Il y en a, ça a craqué, notamment des mariés du dernier mois, avant la capture. Des mariés de mai 40. 5 ans. Certains prisonniers ou certaines familles essayent de ne pas montrer les difficultés qu'elles ont. Certains rentrent complètement dans le détail de la vie quotidienne, du livre qu'il faut acheter pour le fils ou pour le prisonnier lui-même. On essaye de faire comme si on était dans un entracte, mais que la vie devait reprendre, et voilà. Donc on a beaucoup de conseils aussi de pères, sur l'éducation des enfants. Voilà, l'épouse demande au mari comment dois-je faire avec notre fils ou autre, et des pères continuent à jouer leur rôle dans la correspondance. Il faut être captif pour dépouiller ces mots si simples de leur banalité, pour trouver dans mon fils aimé, dans mon papa aimé, dans mon époux aimé, des sonorités profondes que l'emploi nous empêchait naguère de percevoir. Il faut être captif pour déceler qu'une lettre est un acte de foi, comme un colis peut être un acte d'amour. Et 41, début 42, là, il va pouvoir profiter à fond des colis qui sont envoyés par les familles, qui sont envoyés par la Croix-Rouge. Dans 17 camps et 5 hôpitaux de France, nous avons expédié plus de 15 000 colis. Notre section sociale fait travailler les femmes de prisonniers mères de 3 enfants. Les lainages confectionnés par elles leur sont bien payés et sont ensuite envoyés aux prisonniers ou donnés aux enfants. Résultat, 1 millier de familles secourues, 2 tonnes de laine tricotée cet hiver,
Notre comité a distribué jusqu'ici pour plus de 4 millions de marchandises. Mais c'est insuffisant. Il faut nous aider. Depuis le 2 juin, nous avons mis en vente... Les femmes sont obligées de retravailler parce que elles ne touchent pas la solde de leur mari. Elles la toucheront plus tard, mais elles ne la touchent pas directement. Elles devaient évidemment rester fidèles à leur mari, puisque leur mari était prisonnier de guerre. Le prisonnier de guerre est protégé par une législation pétainiste en cas de divorce, en cas d'infidélité de la femme, etc. Pétain demande aux femmes de prisonniers de rester élégantes et actives pour que dès que le prisonnier de guerre va revenir, il retrouve sa femme en bonne condition. Mais en même temps, les voisins se demandent à quoi ça sert à cette femme de rester coquette alors que finalement, il n'y a pas d'homme à séduire, théoriquement, puisque l'homme, il est prisonnier. Donc elles sont... la vie des femmes de prisonniers est assez compliquée. Elles ne sont pas très très bien vues. À la suite de l'armistice, la France avait été coupée en diagonale par une ligne de démarcation. Au nord, une zone sous occupation allemande. Au sud, une zone dite libre, où s'est installé à Vichy un État dirigé par le maréchal Pétain. Dans un pays marqué par la défaite, les morts, les destructions et les réquisitions allemandes, l'absence des prisonniers de guerre, force vive du pays et dont plus de la moitié sont mariés, bouleverse profondément la société française. Partageant la solitude et l'attente de leur mari, les femmes se retrouvent prisonnières des contraintes financières et des préjugés moraux qu'impose une société patriarcale dans laquelle elles ne bénéficient toujours pas des droits civiques. Pour Pétain, obtenir la libération des prisonniers et améliorer les conditions de leur famille répond à un objectif politique et moral. Aussi son gouvernement mène-t-il de très nombreuses actions de solidarité qui s'accompagnent d'expositions, d'émissions de radio et de films de propagande totalement mis en scène. Ces messages contribuent à brouiller l'image que les Français ont de la vie en captivité. Alors qu'ils se privent de tout pour eux, on leur montre à l'écran des prisonniers bien nourris, joviaux et débordants de santé, comme en colonie de vacances. A l'inverse, les prisonniers n'ont qu'une vision très parcellaire de la situation en France et des sévères restrictions auxquelles leurs proches sont soumis. À ces confusions s'ajoutent les discours du vieux maréchal. Se présentant comme le père de la nation, la figure tutélaire des anciens combattants, il prétend incarner le renouveau d'une France trahie par les régimes précédents. Dans cette construction, les prisonniers sont à la fois les responsables et les victimes expiatoires de cet effondrement. Les épreuves de leur captivité doivent être vécues comme une rédemption nécessaire au salut de la patrie. On construit cette mythologie du vaincu, mais c'est toujours dans la logique de cette idée d'expiation et de renaissance. Eh bien, l'expiation, elle est incarnée par le prisonnier. Le prisonnier, finalement, c'est quoi? C'est, pour Vichy, c'est le résultat de l'incurie de la République. Donc on peut dire que le prisonnier est une métaphore de ce qui arrive à la France. Les prisonniers sont au cœur de la propagande de Vichy parce que l'essentiel des hommes matures sont prisonniers de guerre. Tout le monde connaît un prisonnier de guerre. Directement parce que c'est dans la famille ou indirectement parce que c'est un collègue de bureau. Mais tout le monde connaît un prisonnier de guerre. Pétain a construit toute son image dans l'entre-deux-guerres sur sa réputation, sur ce qu'il a fait à Verdun, c'est-à-dire le chef-père. Et le chef-père ne peut pas abandonner ses enfants. Pétain, c'est la terre. Pétain, c'est la famille. Pétain, c'est le travail. Et c'est précisément de quoi manquent les prisonniers de guerre. Ils sont plus chez eux, ils ont plus de famille, et ils travaillent non pas pour la nation française, ils travaillent pour l'ennemi. C'est complètement ahurissant et c'est d'une douleur incroyable pour les prisonniers de guerre. Et ce père va effectivement faire revenir au compte-gouttes un certain nombre de prisonniers. Et donc, évidemment, ça va servir son dessein. Ça permet aussi aux Français d'espérer. Il va être le théâtre d'un événement émouvant. Pour accueillir 600 prisonniers rapatriés d'Allemagne, le maréchal Pétain est venu de Vichy. Instant touchant où le chef de l'État, celui que tous les Français reconnaissent pour leur père et pour leur chef, témoigne l'affection qu'il porte à ceux qui, depuis plus d'1 an, vivent tristement loin de leur pays, loin de leur famille. Minute pathétique dont toute la France, celle qui travaille, celle qui souffre, celle qui espère, ressent aujourd'hui la grandeur. À ceux qui reviennent, le maréchal n'a voulu dire que des choses simples, avec des mots simples. C'est en père qu'il les a accueillis, en père qu'il leur a parlé. C'est en fils reconnaissant, en fils dévoué, que les libérés d'aujourd'hui et de demain l'écouteront.
En attaquant l'Union soviétique le 22 juin 1941, Hitler donne au conflit une dimension mondiale et idéologique encore plus forte. Grande dévoreuse d'hommes et de moyens, la guerre à l'Est lui impose de mobiliser toutes ses ressources et celles de ses alliés en échange de quelques concessions. Le régime de Vichy s'imagine qu'il va tirer profit de ce jeu tortueux avec l'Allemagne. Déjà, dès 1940, il avait renoncé à confier la protection de ses prisonniers de guerre à une puissance neutre et décidé d'en assumer lui-même la charge en nommant Georges Scapini, aveugle mutilé de la Grande Guerre, ambassadeur auprès des prisonniers. Les tractations qu'il conduit avec l'occupant pour améliorer leur sort et obtenir le retour de certaines catégories d'internés en libèrent 200 000, soit 14% d'entre eux. J'ai demandé au fureur chancelier d'Allemagne de vouloir bien prendre en considération la situation des familles, celle des enfants en particulier privés de leur père. C'est ainsi, messieurs, que vous avez pu être mis en congé de captivité. Toutes ces libérations sont l'occasion d'une intense propagande en faveur de la collaboration. Dans les camps, Scapini a favorisé la création de cercles Pétain, dont les membres bénéficient de quelques maigres avantages auprès des gardiens allemands, mais qui les discréditent définitivement auprès des autres détenus. Ça nous paraissait une blague qu'on envoie un aveugle pour voir ce qui se passait dans les camps. C'est un peu fort quand même. Seulement quand ils arrivent ici, ils ont l'air d'avoir tant souffert qu'on croit que c'est eux les prisonniers. On leur dit, il ne faut pas vous en faire. Et ils s'en retournent réconfortés. Là, comment on avait vu la mission de Scapini. On lui a dit tout ce qu'on a pu dire à lui et à ses attachés. Les Allemands l'entouraient beaucoup pour qu'il n'entende que ce qu'il voulait. Mais enfin, on a pu tout de même faire état de certaines demandes. Du jour au lendemain, nous avions été invités à collaborer avec les Allemands. Au bout de la baraque, il y avait on avait mis le portrait du maréchal Pétain au début. Et puis alors les gars ont dit, quand ils ont vu ce tableau, non, on enlève Pétain, on va mettre Barbe à la place. C'est pour vous dire qu'on n'était pas vraiment pétinistes jusqu'aux oreilles. On recevait le journal officiel de l'État français et toutes sortes d'articles politiques dans les journaux qui étaient bien sûr à tendance collaborationniste. Tout était contrôlé par les Allemands. Que ce soit Marianne, Je suis partout, que ce soit Le Trait d'Union, le journal des prisonniers qui était édité par une équipe de prisonniers très collaborationnistes qui ont été libérés après par les Allemands pour leur bon service. Il y avait quand même un fort courant collaborationniste à certains moments. Je le dis tel que je l'ai ressenti. La vie était vraiment horrible et il fallait sortir de ce camp, il ne fallait pas rester là. Une grande partie des officiers qui étaient là ne pensaient pas s'évader. Et même, ils reprochaient aux gens, aux officiers qui voulaient s'évader, de le faire. Mon évasion était l'obsession numéro 1. Et donc, au 4D, j'ai commencé avec d'autres camarades à creuser mon premier souterrain, mon premier tunnel. Et j'en ai fait 7. À partir de 1942, les Allemands publient une affiche qui indique que s'évader n'est plus un sport, parce que s'il n'y en a que 4% qui ont réussi, il y en a beaucoup qui ont essayé. Et cette recherche des soldats évadés, ça mobilisait des hommes qui ne se battaient pas. En 1942, le front russe consommant de plus en plus de matériel et surtout d'hommes, les Allemands augmentent leurs exigences et réclament 250 000 travailleurs aux Français. Pour y faire face, le chef du gouvernement Pierre Laval initie la relève, le retour en France d'un prisonnier contre le départ en Allemagne de 3 travailleurs qualifiés. À cette occasion, en souhaitant publiquement la victoire de l'Allemagne, il accroît la méfiance des Français à l'égard de sa politique de collaboration, d'autant que les résultats sont très pauvres. Ouvriers, qui partez librement pour l'Allemagne, regardez ces hommes que vous croisez sur la route. Leur reconnaissance et celle de la nation tout entière montent vers vous. Ces prisonniers qui rentrent constituent l'avant-garde d'une relève qui commence. Donc moi j'appelle ça un marché de dupes, c'est évident, hein, mais un marché de dupes très relatif, parce que pour la perception du Français de la guerre,
faire revenir un prisonnier qui a souffert, qui a été vaincu, c'est ça la priorité. Puisqu'on lui serine tous les jours que la priorité, c'est faire revenir les prisonniers. Donc, pendant un certain temps, la relève fonctionne en termes de perception dans la société. Il y a 90 000 prisonniers qui vont être libérés par la relève. Alors beaucoup de publicité, beaucoup de propagande, mais concrètement ça ne donne pas les résultats attendus parce que Sauckel, il attendait quasiment le double. L'échec de la relève et les nouvelles injonctions allemandes conduisent Laval à instaurer au début de 1943 le STO, Service du travail obligatoire, qui contraint tous les jeunes gens nés entre 1920 et 1922 à partir travailler outre-Rhin. Au total, 600 000 sont enrôlés de force, mais plus nombreux encore ceux qui préfèrent entrer dans la clandestinité et rejoindre les maquis de la résistance. Et donc ensuite, c'est la transformation. Alors la transformation, ce sont des prisonniers de guerre qui décident d'être transformés en travailleurs volontaires en Allemagne. Là, il y a une rupture parce qu'on demande aux gens justement de ne plus être passifs. Ils l'ont été pendant si longtemps. Et là, brusquement, on leur dit, allez-y, jouez la carte allemande, aidez-nous. Quittez votre statut de victime, de prisonnier, pour devenir un travailleur. Mise en œuvre par les Allemands en 1943, la transformation du statut de prisonnier de guerre en travailleur civil libre, si elle garantit un salaire et une plus grande liberté de mouvement aux hommes, les prive de la protection, certes faible, de la Convention de Genève. 200 000 acceptent cependant ce nouveau statut, principalement parmi les prisonniers des stalags, car quoi qu'il en soit, ils étaient déjà obligés de travailler pour l'ennemi. Le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord en novembre 1942, puis en Sicile en 1943, les succès américains dans le Pacifique, la défaite allemande à Stalingrad, l'émergence d'un mouvement uni de la résistance française sous l'impulsion du général de Gaulle, annoncent un tournant dans la guerre. La répression de plus en plus féroce menée par l'occupant, les pénuries, le STO, finissent d'enlever tout crédit à la politique de collaboration de Vichy, même si le vieux maréchal reste populaire. Dans ce contexte, le sort des prisonniers passe au second plan, et dans les camps, en particulier les oflags, les conditions s'aggravent. Les nouvelles du pays sont mauvaises, le ravitaillement difficile, les tentatives d'évasion durement sanctionnées. Cependant, comme en France, une résistance s'organise et l'écoute des radios clandestines informe jour après jour les captifs de l'avancée des armées alliées. Et puis au fur et à mesure de l'avancement de la guerre, on s'est aperçu que les Allemands étaient en train de perdre la guerre. Parce que dans des colis truqués qu'on parvenait à dissimuler à l'inspection des gardes allemands, on avait réussi à monter des appareils de radio, des appareils récepteurs, qui écoutaient la terre entière. Il y avait 7 appareils radio qui écoutaient les Russes, les Japonais, les Allemands. Donc ça, on s'aperçoit par la lecture des correspondances que les prisonniers sont au courant de tout. Ils savent exactement le jour même, la libération de Paris, le débarquement, le débarquement en Afrique du Nord. Ils sont au courant de tout et ils en parlent dans le courrier. Avec l'avancée des Russes et des Américains, la Convention de Genève demande à ce que les prisonniers ne soient pas sur les zones de front, et donc les Allemands vont mettre sur les routes des milliers de prisonniers qui vont partir avec leur petit sac à dos ou leur petit chariot de fortune vers l'intérieur de l'Allemagne. Là, ces marches vont être terribles parce qu'ils sont sous-nourris, on est en hiver, et là, pour la plupart des prisonniers, ça va être la partie la plus difficile de leur captivité. Et alors, ça a été une épopée. Parce que la neige est arrivée, les marches sur la neige, les réfugiés, les Allemands nous accompagnaient. Quand on traversait des villages allemands, notre colonne, il y avait les femmes sur le pas de la porte qui nous regardaient d'un air attristé et vraiment consterné, quoi. Et en réalité, on était une véritable horde. Il n'y avait plus que des femmes, des gosses et des vieillards. Seulement Goebbels avait fait une propagande épouvantable en montant
les bolcheviks qui éventraient les femmes, qui cassaient les gosses contre le mur, tout ça. Alors quand les femmes ont entendu les mitrailleuses lourdes russes et les canons, que l'armée rouge arrivait, il y en a tout un tas qui se sont suicidés. Elles se sont suicidées en se pendant. Elles avaient du mal d'ailleurs à trouver de la corde. Après des mois d'errance à travers une Allemagne rasée par les bombardements aériens, livrés eux-mêmes ou transférés de camp en camp parmi 10 millions d'autres captifs de toute nationalité, les Français finissent par être libérés par les troupes alliées qui les rapatrient en avion ou en train pour les plus chanceux, en camion ou à pied pour les autres. En Autriche, ce sont les soldats de la France combattante qui les recueillent. Vous avez été libéré quel jour? Le 21 à 4 heures par défense, c'est la première armée, elle Nivernais, 152. Très bien. Et vous? Et moi aussi. Ils auront la victoire. Ils ont perdu toute espérance de gloire. Ils sont foutus et la vont dans l'allégresse. Rêvent avec joie sans cesse. Ils l'ont dans le dos, dans le dos. À Paris, un gouvernement provisoire s'est établi, dirigé par le général de Gaulle, qui poursuit les combats pour la libération du territoire à la suite des débarquements alliés en Normandie et en Provence de l'été 1944. Quant au maréchal Pétain, les nazis l'ont transféré contre son gré en Allemagne. Ses anciens partisans sont pourchassés, tandis que gaullistes et communistes, les deux principaux courants de la résistance, se livrent à la surenchère patriotique pour s'imposer auprès des Français. C'est donc une France profondément fracturée et marquée par la guerre que découvrent les 920 000 hommes qui rentrent à partir de janvier 1945, 50 000 d'entre eux ayant péri en captivité. Et on entre en France. Il y avait des arrêts, les trains marchaient à 40 à l'heure, ils s'arrêtaient, le réseau était démoli et puis il y avait des trains de vent. Alors le long des arrêts, des gens dépenaillés qui nous criaient « Jetez vos couvertures, jetez vos gabelles, ils nous ont tout pris ». Voilà le mot d'accueil, des gens qui pleurnichaient, qui la mendicité. Mais on ne s'est pas arrêté, on a été à la gare d'Orsay, où on mettait tous les prisonniers qui rentraient. Là, la Gaby, ma femme, avait été prévenue, elle était à l'entrée. La première chose qu'elle m'a dit, c'est « Ton père est mort et le mien aussi ». À ce moment-là, il y a une nénette de la Croix-Rouge qui m'a donné un sandwich au saucisson. Et puis on m'a embarqué, on m'a étuvé mes vêtements, on a étuvé mon sandwich avec, pas pu le bouffer. Il y a des nénettes qui vous mettaient du DDT partout. Il y a des petites filles bourgeoises qui ouvraient votre braguette, qui vous envoyaient un peu de DDT. Enfin, on en avait vu tellement. Je quitte la gare et je prends le métro. Et dans le métro, tout d'un coup, au milieu de cette foule d'hommes et de femmes surtout, parce que je n'avais pas vu de femmes sauf pendant mon évasion, je me suis mis à pleurer dans le métro. D'abord, j'avais maigri de 25 kilos. Et dans l'escalier où je montais chez mes parents, ma sœur qui descendait m'a croisé, elle ne m'a pas reconnu. Et ma femme et ma fille m'attendaient, la petite donc qui avait 5 ans. Elle m'a regardé et sa mère lui a dit « C'est ton père. Tu sais bien que tu lui disais toujours bonsoir tous les soirs sur la photo et tu l'embrassais. » Mais elle me regardait. Et elle avait cueilli un petit bouquet, elle est revenue vers nous et elle a tendu le bouquet à sa mère. Et sa mère l'a pris. Et elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit « Toi, va-t'en, touche pas à ma maman. » Alors j'étais effondré. Avec ma femme, on grimpe au 5e. Ma mère ouvre la porte et me dit « Arrête !» Ça faisait 6 ans qu'elle ne m'avait pas vu. Vous auriez pu penser qu'elle allait dire « Ah, mon fils bien-aimé !» Bon, elle m'a dit « Déshabille-toi !» Alors, elle m'a filé des fringues civiles
parce qu'elle devait se dire, ce gars-là, il est plein de poux. Alors, 2 jours après, on s'engueulait, et je suis parti avec ma femme habiter en banlieue. On est parti en autobus pour la piscine Molitor. Je vais aux douches, je reviens, me séchant, j'avais laissé peut-être mon sac devant la cabine ou dans la cabine. Je ferme la porte et tout d'un coup, la porte s'ouvre. Je n'avais pas verrouillé, on ne se verrouille plus quand on est à poil conduit par des jeunes filles. Ma mère, vieillie, amincie, grisonnante, amaigrie, mais ma mère, j'ai été tout nu dans ses bras. Instant ridicule et prodigieusement émouvant. Ça, c'était la liberté. C'est terrible. Je ne sais pas si je pourrais le dire, si j'oserais le dire, si vous me pardonnerez de le dire. C'est que mon père, qui m'aimait beaucoup, s'était habitué à l'idée que j'étais mort en captivité. Il trouvait mon père que c'était l'honneur de la famille. On ne peut pas dire qu'il était heureux, mais il était fier de son fils Jean qui était mort en captivité. Alors quand je suis revenu, j'ai eu l'impression que les prisonniers qui rentraient étaient de trop. C'est un peu comme si les morts à la guerre de la guerre de 14-18 étaient revenus. On les aurait fêtés, mais on aurait été très embarrassés. Et bien là, les morts, c'était les prisonniers. 1 500 000 prisonniers qui reviennent dans la communauté. On les recueille, on les reçoit, on les fête le plus possible, sans doute. Mais la réinsertion des morts parmi les vivants a toujours été une chose difficile. Le retour sans avoir combattu, ou en ayant peu combattu, est terrible pour ce pays qui a construit ce mythe du soldat citoyen qui se bat pour sa patrie. La plupart du temps, on est content de les retrouver, ils retrouvent leur famille, mais des familles qui ont changé, qui ont appris à se débrouiller sans eux, et finalement, ils n'ont pas l'air d'avoir tellement souffert, et puis très rapidement d'autres reviennent, donc qui ont souffert dans des camps de concentration politique, voire même dans des centres de mise à mort. Donc ceux-là, ils incarnent physiquement la douleur de la guerre. Alors que le revenant, le père qui retrouve ses enfants qu'il n'a pas vu grandir, ou qui ne retrouve pas sa femme qui est partie, il est un peu comme un cocu impuissant. Il y a un côté fédot pour certains retours. Et puis, leur surprise ne joue pas en leur faveur. Ils attendaient quoi, finalement? Ils attendaient ce qu'ils avaient dans les courriers. Ce qui les a déçus, eux, les prisonniers de guerre, c'est qu'ils étaient au milieu des réfugiés déportés. Il n'y a pas de politique exclusive pour les prisonniers de guerre. Et c'est ça qui leur pose problème. Et puis il y a le récit du résistentialisme qui s'impose tellement vite qu'ils se sentent un peu des intrus. Et on leur demande de travailler tout de suite puisqu'ils n'ont pas souffert, moins que les autres. Mettez-vous au travail, ne vous plaignez pas surtout. Ils font des manifestations quand ils rentrent prisonniers de guerre, parce qu'ils veulent qu'on leur paye ce qu'ils appellent le pécule, c'est-à-dire leur solde qui aurait dû continuer à leur être versé puisqu'ils ont continué à être soldats, pas combattants mais soldats. Ils manifestent parce qu'ils veulent un costume neuf, par exemple, alors qu'ils sont revenus avec leurs vêtements de prisonniers. Et ça énerve quand même les Français. Une fois que De Gaulle aura pris les rênes du pouvoir, De Gaulle ne fera pas attention aux prisonniers de guerre puisqu'il les soupçonnera, comme la population française, il les soupçonnera d'avoir été trop longtemps pétainistes. Donc les prisonniers de guerre sont dans un entre-deux idéologique qui est absolument inconfortable. Si dans un premier temps, De Gaulle, qui souhaitait rassembler tous les Français sous les couleurs de la résistance, a laissé aux prisonniers une place comme combattants d'un troisième front extérieur, le procès du maréchal Pétain, qui s'ouvre à Paris en juillet 1945, les plonge à nouveau dans le discrédit. La souffrance qui est liée au procès Pétain, à leur instrumentalisation par le régime, c'est une souffrance politique, c'est une souffrance idéologique, mais c'est pas une souffrance physique. Et là ils retrouvent leur condition de fétus emportés par le grand vent de l'histoire. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Se taire un petit peu plus, parce que c'est pas très glorieux, effectivement, d'avoir été utilisé par la propagande. C'est pas très glorieux de ne pas s'être échappé, alors que certains l'ont fait. Donc, il leur reste quoi? Il leur reste l'amitié des copains, les seuls qui peuvent les comprendre.
Des places leur sont réservées, ils retrouvent leur travail. Ceux qui ont fait des études dans les camps, leurs diplômes sont reconnus. Donc ils peuvent reprendre, d'un point de vue scolaire, professionnel, ils peuvent reprendre leur vie d'avant. Mes études ont été valorisées, moi, après la guerre. Et 3 jours après ma libération, encore en gros souliers, avec un costume d'avant-guerre qui ne m'allait pas bien, j'ai été passer un diplôme d'études supérieures que j'ai obtenu le jour même. Il fallait vraiment que la captivité puisse être une renaissance et ce qui est pour moi vraiment un grand et profond bonheur, c'est que je l'ai vécu pour moi-même et à travers beaucoup d'amis intimes dont j'ai découvert les qualités humaines. C'est une expérience tellement difficile à raconter, tellement difficile à expliquer. Seuls ceux qui ont eu exactement la même expérience peuvent les comprendre. Donc effectivement, seules des associations qui regroupent des gens qui ont connu une telle expérience et une telle contradiction avec ce que le récit national va recréer dès la fin de la guerre peuvent comprendre. On a besoin de quelqu'un, on a l'annuaire des prisonniers et on va regarder dans l'annuaire celui qui était dans mon camp et qui était ingénieur ou qui était commercial, et c'est comme ça que je vais le recruter parce que je sais que lui, on va se comprendre, on a vécu la même chose et j'ai été aidé par l'un, donc je vais aider l'autre. Et d'une certaine manière, les prisonniers qui souffrent du déni de leur expérience, mais qui, en participant à la reconstruction, en participant aux 30 Glorieuses, ont l'impression d'être utiles finalement. Mais ils gardent tout enfermé au fond d'eux. Mon directeur aussi a été très bien. Il a longuement gardé ma main dans la sienne, et il m'a parlé de cette lourde, de cette cruelle épreuve que je venais de traverser. Une épreuve dont vous sortirez meilleur et plus fort. C'était exactement le ton qui convenait. Ni trop attendri, ni trop peu. Familier et noble à la fois. Quand il prononçait « nos chers prisonniers », je sentais, par la vertu de cet adjectif possessif, que mes 5 ans de nuit et de boue m'échappaient. 1800 journées qui se fondaient en une fluide richesse nationale, en un capital impondérable géré par des vieillards à voix distinguée. Notre tradition classique, nos cathédrales, nos grands morts, nos blessés, nos mutilés, nos manchots, nos unijambistes, nos chers prisonniers. J'ai essayé de remercier le directeur en beau style, mais je me suis embrouillé dans mes phrases. Et ainsi, à mesure que j'en parle, mes 50 mois de captivité se transforment en une bonne blague de chambrée, en une partie de cache-cache avec nos gardiens. Voilà ce que j'aurais rapporté de mon voyage. Une demi-douzaine d'anecdotes qui feront rigoler la famille. Mes vrais souvenirs, pas question de les sortir. D'abord, ils manquent de noblesse. Ils sont même plutôt répugnants. Ils sentent l'urine et la merde. Ce ne sont pas des choses à montrer. On voit bien dans l'écriture d'Hyvernaud qu'il y a une distance par rapport à ça. Il voudrait raconter autre chose, mais il sent que son public est incapable d'entendre autre chose que l'anecdote. Énormément de prisonniers de guerre ont vécu cette chose-là. Il fallait raconter ce qu'on voulait entendre d'eux. Eh bien, je tiens à vous faire toutes mes félicitations. Il n'y a vraiment pas de quoi. Je vous en prie. Je tiens, mon ami, à vous féliciter pour avoir 5 ans sagement, modestement accepté la cruelle discipline de la captivité. 5 ans payé la défaite de son pays sans même, par honnêteté scrupuleuse, chercher l'évasion salvatrice. 5 ans stoïquement souffrir dans sa chair, car vous avez été blessé. Oui, comment? Oui, c'est en essayant de m'évader. Ah oui? Éclairés par les erreurs de la guerre précédente, nous allons faire ensemble une France laborieuse, juste et fraternelle. C'est pour moi qui ne suis qu'un modeste délégué du gouvernement provisoire, membre du Conseil supérieur de la République, attaché auprès de Monsieur le ministre de la Guerre, président d'honneur de ce comité d'accueil. C'est pour moi, dis-je, une immense joie de vous tendre les bras. Vous êtes pour nous un inconnu, certes, d'où le symbole. Et vous vous appelez Martin. Autrement dit, vous n'avez pas de nom. Vous êtes l'inconnu type, l'anonyme par excellence. Et pourtant, pour la France, non. Vous n'êtes pas cet inconnu. Vous êtes le 1500 millième fils qui lui manquait. Dites donc, mais non, on a sauté 2 noms, c'est pas lui le 1500 millième, c'est un autre. Allons bon. Oui, alors on recommence. Non, mon vieux, je n'ai plus le temps, moi. C'est la meute Albert, le 1500 millième. La meute? Oh, la rosse. Oh, bah tant pis, laissez courir, à Debré, le geste le même. Oh, c'est ridicule. Allons-y.
après la guerre, les médias de masse continuent à s'intéresser aux prisonniers. Et ce qui est intéressant, c'est que les premiers films qui sont entre le film et le documentaire sur les prisonniers sont des films qui retranscrivent une partie de leur expérience. Ce sont des films qui montrent la complexité de la chose, la complexité du retour. La place du martyr héros de la guerre étant prise par les résistants, la place de la souffrance indicible étant prise par les déportés juifs, il reste aux prisonniers de guerre la seule place du clown, qui va inventer 1000 tours pour se moquer des Allemands et pour montrer la permanence de l'esprit français face à la balourdise allemande. Les prisonniers de guerre se sont identifiés à ça, parce que c'était la seule place qui leur restait. Et cette image du soldat des brouillards, avec la vache et le prisonnier, elle correspond peut-être à l'image que les Français se font d'eux-mêmes, hors même la guerre. Mais il n'y a pas que des films qui se moquent d'eux, hein. Mais ceux qui ont du succès, c'est ceux qui se moquent d'eux. Être de garde à la campagne, ça a du charme. On entend les oiseaux, on entend les vaches, les cochons, tout ça. Et puis, ils font la rencontre d'un lieutenant qui est un battant. C'était vraiment un héros de la guerre de 40, il y en a eu. Et alors lui va les entraîner dans une espèce d'héroïsme auquel ils n'étaient pas destinés. C'est moi, tu vois, le costaud qui... 15 kilos, la mitrailleuse, là. Et ils vont finir par être propriétaires d'une dépanneuse allemande. Et alors avec ça, parce qu'ils peuvent vraiment pas faire autrement qu'être héros, ils vont le devenir. Nous, on s'en fout des Allemands, parce qu'ils sont devant. Et nous, on est derrière. Alors, vous pensez, ils peuvent toujours courir après nous, on est derrière. Cette 7e compagnie, avec son énorme succès, hein, qui renvoie à celui de La Vache et le Prisonnier, maintient dans l'actualité, finalement, le souvenir de la débâcle. C'est un souvenir irrespectueux, moqueur, qui infériorise le soldat de 40, mais ça ne le fait pas disparaître complètement. La participation de Vichy à la solution finale, les compromissions, la collaboration, c'est aussi quelque chose de très lourd à porter. Donc finalement, rire un petit peu de quelque chose qui se passait à la même époque, alors qu'on a une information de plus en plus terrible, de plus en plus lourde, c'est peut-être une thérapie. Donc ça illustre cette ambiguïté qu'a la France, la société française, les hommes politiques, avec la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. L'expérience captive n'est pas une expérience, n'est pas un modèle de vie. C'est un rendez-vous raté avec la vie, avec l'histoire, avec le destin. L'histoire des historiens est comme un magasin d'habillement. Tout y est classé, ordonné, étiqueté. Ce qui n'est pas clair du tout, ce qui est obscur et difficile, c'est l'homme dans l'histoire. L'homme complique tout. Il dérange les belles perspectives historiques avec sa façon à lui de mettre les détails en place, et jamais à la bonne place. Pour lui, c'est toujours ce qui n'a pas d'importance qui compte le plus, des questions de soupe, de corvée, de vaguemestre et de feuillet. Il faut voir alors ce que deviennent les événements dans la tête de l'homme qui y était, et pas dans sa tête seulement, mais dans ses jambes, dans ses reins, dans ses boyaux, dans tout son corps qui saigne, qui sue, qui sent le vin, l'ail et pire que ça. L'histoire des historiens n'a pas d'odeur. Ça a été notre vie, ça a été le cœur de notre vie, cette aventure, cette extraordinaire rencontre de types qui ont échangé des idées, des projets, des rêves d'avenir, des confessions quelquefois. On en a appris des choses. On a tous de l'inavouable dans nos vies. Et d'autres des rêves merveilleux, des projets qui ont été réalisés. J'ai vécu cet extraordinaire partage où chacun essayait de donner le meilleur de lui-même.